Bonsoir, bienvenue dans cette soirée spéciale consacrée aux élections législatives que vous proposent France 3 Centre Val de Loire et France Bleu Orléans, des élections qui seront décisives pour l'avenir politique du pays. Nous sommes ensemble pendant 1h30 pour 3 débats consacrés à 3 circonscriptions en Eure-et-Loire, dans le Loir-et-Cher et dans le Loiret. Dans quelques instants, les candidats seront avec nous pour vous présenter leur programme et leur stratégie pour un scrutin qui aura rarement été aussi indécis sous la Ve République. Et pour commencer cette soirée de débat, on s'intéresse à la deuxième circonscription d'Eure-et-Loire, celle de Dreux. Nous recevons 3 candidats et candidates que je vous présente, en commençant par le député sortant, Olivier Marleix. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes membre du parti Les Républicains. Face à vous, Nadia Favry. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la candidate du Nouveau Front Populaire, présenté par le Parti Socialiste. Et avec nous également Olivier Dubois. Bonsoir. Bonsoir et bonsoir à tous nos téléspectateurs. Vous êtes le candidat du Rassemblement national. Alors je précise que nous avions également invité dans ce débat le candidat représentant Emmanuel Macron, c'est-à-dire le candidat du parti Horizon Ensemble, Florent Mazy, qui n'a pas souhaité participer à ce débat. Avant de vous entendre sur vos programmes, je vais d'abord donner la parole à Céline Durchon qui nous fait le portrait de cette deuxième circonscription d'Eure-et-Loire avec quelques données économiques et géographiques. Située au nord du département d'Eure-et-Loire, elle regroupe entre autres les villes de Dreux, Senonches et Châteauneuf-en-Thymerais. Cette circonscription compte environ 111 500 habitants et environ 75 000 d'entre eux sont inscrits sur les listes électorales. Dans cette circonscription, la moitié de la population a plus de 40 ans et 43% vit avec des revenus modestes ou en dessous du seuil de pauvreté. Historiquement, cette circonscription a toujours été à droite et le député actuel est Olivier Marleix, le républicain, et ce depuis 2012. Les atouts de cette région, son pôle agricole, mais aussi sa tradition industrielle, puisque Dreux est le deuxième pôle économique d'Eure-et-Loire. Elle est même la capitale de Pôle Pharma, le premier bassin de production pharmaceutique en Europe. Le territoire est malgré tout enclavé. La gare de Dreux reste un point stratégique. Le réseau routier est limité à des routes nationales et départementales. Quant au vieux serpent de mer, l'autoroute A154 entre Dreux, Chartres et Orléans, les travaux n'ont pas encore été entamés. Et on vient de le voir politiquement, c'est une circonscription qui vote à droite depuis plus de 30 ans. Elle n'a élu que des candidats de droite et même d'extrême droite, puisque Marie-France Stirbois y avait été élue pour le Front National dans les années 80. Et c'est vous, Olivier Marleix, qui siégez dans ce siège de député depuis 2012. Mandat brutalement interrompu par la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre l'Assemblée nationale. Est-ce que cette décision était, selon vous, une bonne décision ? Non, je ne crois pas que c'était vraiment le moment opportun. On a un pays qui est profondément fracturé. Les élections européennes ont montré que les Français avaient envie de rupture par rapport à la politique du gouvernement. Mais je ne suis pas sûr qu'ils aient envie du chaos. Or, malheureusement, je pense que quelle que soit l'issue de ce scrutin, on va vers une crise institutionnelle, peut-être une crise de régime, parce que la situation risque d'être bloquée d'une manière ou d'une autre. On voit même le Rassemblement national, d'ailleurs, aujourd'hui, dire il faut une majorité absolue, sinon on n'y va pas. Enfin, voilà, donc vers quoi on va, c'est un peu inquiétant pour le pays. On va y revenir dans un instant sur ce vers quoi on voit. Monsieur Dubois, vous l'aviez réclamé dans votre camp, la dissolution. C'était la bonne décision ? Oui, je pense qu'il fallait dissoudre absolument l'Assemblée nationale. 39% des électeurs de la circonscription ont voté pour le Rassemblement national, nous plaçant en tête. Il était temps de redonner la voix au peuple. Et aujourd'hui, sur cette circonscription, on a le choix entre le chaos du PS-LFI qui vote pour des propositions islamistes avec un parti, le NPA, qu'on pourrait appeler le nouveau parti antisémite. Et puis d'un autre côté, une deuxième voix qui est représentée par M. Marleix, qui est la voix des sortants, la voix des gens qui sont dépassés, qui ne savent plus choisir quel camp, et qui sont en train de se ranger derrière la Macronie, qui a mis la catastrophe depuis 7 ans sur notre pays. La catastrophe, M. Marleix, vous l'avez présenté tout à l'heure,
comme membre des Républicains. On ne peut pas vous décider si je suis rangé derrière Emmanuel Macron. Par contre, je pense que je suis clairement identifié comme un opposant président de la République. Voilà, vous pourrez répondre, Olivier Marleix. On va donner la parole sur ce sujet quand même à Nadia Favri. Je finis juste sur ce petit point. M. Marleix qui ne se présente même pas avec son logo Les Républicains sur son affiche de campagne. Vous l'avez pas bien regardé. Vous n'avez pas le logo Les Républicains. Nadia Favri, vous êtes la candidate du Nouveau Front Populaire sur cette dissolution. Bonne ou mauvaise décision? Alors, le moment n'était pas bien choisi. Moi, ce que je vois dans cette dissolution, le point positif dans notre famille de gauche, ça a permis de réunir tous les partis de gauche sous une même bannière. Et c'est la première fois depuis mon engagement en 2012 que je vois la gauche réunie et je peux vous dire que pour nous c'est un moment historique. Ce scrutin est historique de toute façon parce que on voit bien que les choses sont en train de le pays est en train de se dessiner autrement. Et ce n'est pas le pays que je souhaite pour les gens que je représente. Alors on a un scrutin qui est particulièrement indécis. Il y aura aussi un choix politique qui sera forcément assez radical. On a au moins 3 propositions sur la table, peut-être 4 si on considère que vous incarnez une proposition différente, Olivier Marleix. Mais en tout cas, on aura un choix de société clair à faire. Et dans chaque camp, on dit qu'il y a un danger. Quel est pour vous, Olivier Dubois, le danger principal dans cette élection, si vous ne gagnez pas? Eh bien, écoutez, moi je pense que tout d'abord, la situation, c'est M. Macron qui nous a amenés à cette situation, qui, pendant 7 ans, a détruit notre pays, a détruit notre économie, le système de santé, notre agriculture, et qui est en train aujourd'hui de nous enfoncer vers des abîmes déficitaires. Donc il faut remettre en ordre la fiscalité, l'insécurité et l'immigration. Le principal danger, il est double. Il est, comme je disais tout à l'heure, le chaos de l'alliance LFI-NUPES et l'immobilisme macroniste soutenu par M. Marleix. Nadia Favri, où est le danger pour vous en ce moment? Eh bien, je me reconnais pas dans le discours de M. Dubois. C'est une France que je ne connais pas. Moi, la France que je connais sur notre circonscription, avec des valeurs communes de M. Marleix sur la tolérance et le vivre ensemble. Moi, je vis très bien la diversité, la mixité. Voilà. Je peux me permettre de répondre là-dessus? On va entendre quand même M. Marleix sur le sujet. Dans votre camp aussi, on pense qu'il y a un danger. Vous avez parlé de risque, de crise institutionnelle. Vous, quel est le danger principal aujourd'hui? Parce que le danger, ce sont les démagogues. Ce sont ceux qui font croire qu'il y a des solutions faciles pour notre pays. Je pense que c'est le tort d'ailleurs du président de la République d'avoir fait des promesses un peu trop mirobolantes, d'avoir trop souvent eu un discours sur l'autorité, sur la lutte contre l'immigration, sur la réindustrialisation, qui étaient des discours totalement creux, loin de la réalité de son action. Et aujourd'hui, quand j'entends parler de mon voisin de droite, le Rassemblement national n'a voté aucune mesure de redressement des finances de ce pays. Donc on peut dire qu'il y a 1000 milliards de dettes. Je suis le premier à l'avoir dénoncé il y a quelques mois en créant une commission d'enquête sur ce sujet-là. Mais quand je vois que le Rassemblement national a été incapable de voter les quelques mesures de redressement qui ont été proposées, notamment par les Républicains, demander aux allocataires du RSA de faire 15 heures d'activité en échange de la solidarité nationale. Le RN a voté contre. Quand on a fait une réforme de l'assurance chômage pour que les patrons, les petits patrons n'aient plus à supporter ces gens qui font 4 mois de travail, 4 mois de chômage, où était le Rassemblement national? Il a voté contre. Votre programme, c'est 100 milliards de dépenses supplémentaires. Donc non, c'est pas comme ça qu'on redressera le pays. Oui, je suis sur les questions régaliennes. J'étais en désaccord profond avec M. Macron. Il faut une justice beaucoup plus ferme, évidemment. Il faut reprendre en main la maîtrise de l'immigration. Mais sur l'économie, je pense que le Rassemblement national représente un danger pour notre pays. Dans l'idéal, que se passera-t-il le 7 juillet et disons le 18 juillet, jour où l'Assemblée nationale se réunit? Si vous gagnez, Nadia Favri, vous voyez la suite comment? Alors moi, je me mets au service des personnes de la circonscription. Je suis une personne qui travaille, donc je défends les gens qui travaillent, la France qui travaille, la France qui se lève tôt. Je suis là pour défendre les gens qui travaillent
et malgré tout n'arrivent pas à vivre de leurs revenus, ce qui pour moi n'a pas de sens. À partir du moment où on donne son énergie pour la production, pour l'économie, on doit pouvoir vivre de cette activité. Et ce qui me gêne, évidemment, c'est l'injustice dans la répartition des richesses. C'est-à-dire que les travailleurs sont ceux qui produisent cette richesse. Et les profits qui en résultent ne sont pas bien répartis. On voit bien les dividendes qui sont distribués aux actionnaires, qui sont ravis. Et pendant ce temps-là, on hésite à donner une augmentation. On hésite à faire augmenter le SMIC, on hésite à augmenter les salariés. C'est quand même eux qui produisent la richesse. Donc moi, je vais m'atteler à travailler pour ces gens-là qui rencontrent des difficultés, même en travaillant, parce qu'on parle des gens qui ne travaillent pas, même en travaillant, et parce que c'est ma vie et c'est aussi mes préoccupations. Olivier Dubois, en cas de victoire de votre camp, comment vous voulez la suite dans un monde idéal ? Alors déjà, je voudrais répondre un tout petit peu à M. Marlex, parce que nos dépenses sont totalement financées. Comment ? Nous avons 3 priorités sur le pouvoir d'achat. Permettez, ne me coupez pas. 3 priorités qui sont le pouvoir d'achat, l'insécurité et l'immigration. Et nous allons réattribuer les différents placements financiers. C'est-à-dire que nous allons faire des économies là où elles sont nécessaires et où on peut les faire, notamment par des niches fiscales que nous allons supprimer, celles des armateurs, ou alors lutter contre l'immigration parce que c'est un gouffre financier. Mais nous n'allons pas, en tout cas, et là je rejoindrai Madame Fabrice, nous n'allons pas gêner les gens qui se lèvent, qui se travaillent. Nous allons abroger la réforme de la retraite, des retraites, et nous allons soutenir... Immédiatement ou dans un second temps, comme l'a dit Jordan Bardella ? Nous allons soutenir... Vous n'avez pas écouté le patron. Nous allons soutenir... Si, je l'ai très bien écouté. Ce sera dans un second temps, c'est bien ça. Je termine ma phrase. Nous allons soutenir aussi le pouvoir d'achat. C'est-à-dire que nous permettrons tout d'abord une baisse de l'électricité. Nous abrogerons l'augmentation de 11,7% du tarif des gaz. Et nous reviendrons sur le marché de l'électricité et nous permettrons aux entrepreneurs, aux PME, et je note, M. Marlex, que d'ailleurs vous n'avez jamais travaillé dans le privé, donc vous êtes un peu loin de ces préoccupations. Vous n'êtes jamais venu en Eure-et-Loire, ça change. Révisez vos fiches parce que vous ne connaissez pas. Nous allons donc... secteur public, je suis assez fier. Nous allons donc permettre aux PME d'augmenter les salaires. Voilà. Monsieur Marlex, a priori, vous êtes membre d'un parti à qui les sondages ne prédisent pas une majorité absolue à lui seul, mais dans un monde idéal, si vous êtes réélu, vous voyez la suite comment ? D'abord, j'observe qu'on peut ne pas avoir la majorité absolue et jouer un rôle déterminant. C'est ce qu'on a fait ces dernières années, en fonction de... En ayant comme seul... En ayant comme seul... Une fois à gauche, vous ne savez pas où vous habitez. Si, on sait très précisément où on habite et on défend nos convictions. Vous reniez toutes vos promesses, vous reniez vos électeurs. Arrêtez. Monsieur Dubois, calmez-vous, s'il vous plaît. Arrêtez d'être agressif. Vous donnez une très mauvaise image de votre famille politique. Ceux qui renient toutes leurs promesses, en l'occurrence, c'est le Rassemblement national. Moi, j'ai eu le courage de voter une réforme des retraites. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a rien de plus injuste, il n'y a rien de plus triste que de voir, comme je l'ai vu malheureusement trop souvent dans ma permanence, des retraités. Je me souviens d'une petite dame de Saint-Lubin-des-Joncherets, 90 ans, en larmes dans ma permanence, me disant « Monsieur le député, c'est la première fois à 90 ans que je suis en découvert à la banque. Comment je vais faire ? Je ne vais pas me remettre au travail. » C'est tous ces retraités qui, lorsqu'ils ont changé une paire de lunettes, sont dans la mouise pendant plusieurs mois, et ceux qui redoutent d'avoir à faire des travaux sur leur chaudière. C'est ça le quotidien des retraités. Et c'est pour ça que moi, j'ai refusé de faire de la démagogie sur ce sujet des retraites et que j'ai accepté une réforme des retraites qui a permis de valoriser 1 700 000 petites retraites, qui a permis d'améliorer les retraites complémentaires à Agirc-Arrco. Madame Le Pen a fait 2 campagnes présidentielles en expliquant aux Français les yeux dans les yeux, on fera la retraite à 60 ans. Elle a, au moment de la réforme des retraites, expliqué on abrogera la réforme des retraites. Paris était en feu et elle attisait le feu en disant qu'elle abrogerait la réforme des retraites. Monsieur Bardella a dit oui, enfin pas tout de suite, dans un second temps. La baisse de la TVA sur les produits de première nécessité, promis par Madame Le Pen,
Là aussi, oui, nous allons dans un second temps. Nous la ferons. Là, dans un second temps. Non. C'est les propos de M. Bardella. Écoutez, essayez de ne pas le contredire si vous voulez que les électeurs le suivent. Je ne le contredis pas du tout. La réforme de la suppression. Non, je sinon, termine. La suppression de l'impôt sur le revenu. On ne peut pas laisser le débat se cristalliser entre vous deux. Il faut aussi équilibrer le temps de parole avec Mme Fabriquier. Du Rassemblement national sur le plan économique, la baisse de l'impôt sur le revenu la suppression pour les moins de 30 ans, là aussi dans un second temps. Je pense vraiment qu'il faudra voter pour le Rassemblement national dans un second temps quand vous serez prêt à tenir vos promesses. Monsieur Marleix, vous parlez de l'accord que vous avez trouvé avec la majorité présidentielle sur le sujet précis des retraites il y a quelques mois. On va entendre le candidat qui représente la majorité présidentielle dans cette élection, Florent Mazy, qui n'a pas souhaité être avec nous sur ce plateau, mais qui vous parle de ses priorités. Je suis d'abord candidat pour porter en fait cette voix qui a été portée durant près de 7 ans aujourd'hui par la majorité présidentielle, c'est-à-dire une voix de nuance, une voix qui sait prendre en compte les idées aussi bien de droite que de gauche et en fait avancer avec des idées qui sont viables avant tout. On propose d'abord et avant tout de ne pas avoir ce scénario fataliste d'une France qui serait sous bannière FN ou RN, qu'importe le nom, ou de ses compères, de ses confrères de circonstances LFI qui, mine de rien, partagent beaucoup de votes entre eux. Alors on parlait de crise institutionnelle avec vous, Olivier Marleix, il y a quelques instants. C'est une possibilité s'il n'y a pas de majorité absolue et si on a 3 blocs très équilibrés. Nadia Favry, vous voyez comment la suite, si vous n'avez pas la majorité absolue avec votre camp, s'il y a 3 blocs équilibrés, qu'est-ce que vous êtes prêt à faire? Gouverner avec qui? Nous gouvernerons avec ceux qui ont un esprit républicain, qui respectent la République et qui respectent les différences. Parce que on a chacun notre vision des choses, mais il faut quand même rester respectueux des idées des autres. On est quand même dans un pays où on a la liberté d'expression, mais ça ne veut pas dire qu'on doit parler à tort et à travers et dire n'importe quoi. Je pense qu'on peut être des adversaires, mais on doit se respecter. Et je travaillerai évidemment avec les personnes qui ont les mêmes convictions que moi et les mêmes valeurs. Alors les mêmes convictions, ça va peut-être être difficile s'il n'y a aucune majorité, mais ceux qui sont républicains, ça veut dire les députés élus sous l'étiquette d'Emmanuel Macron, et aussi avec Olivier Marleix, qui est un républicain. Enfin, ça peut aller jusque-là, cet accord de majorité pour qu'il y ait un gouvernement malgré tout? Je pense qu'il faut voter avec le bon sens. Je pense qu'il faut avoir du bon sens. Il y a des réformes, évidemment, sur lesquelles on n'arrivera pas à se mettre d'accord, c'est évident. Maintenant, il y a des personnes avec lesquelles je ne pourrais pas travailler, en tout cas j'aurais beaucoup de mal. Lesquelles ? Eh bien, monsieur est sur le plateau, mais je pense qu'il ne sera pas là si monsieur Marleix ou moi-même... Ce sera l'un de vous 3, c'est certain. C'est oui. ça, voilà. Donc on n'aura pas travaillé ensemble. Mais en tout cas, moi, je garde à l'esprit qu'il faut travailler dans un esprit de tolérance et de respect de la différence. On a le droit de ne pas être d'accord, mais on doit respecter les avis différents parce qu'on représente chacun des Français. Donc... Nous sommes leurs représentants et on doit être exemplaires. Alors comment faire sans majorité absolue? Olivier Dubois, Jordan Bardella vient de dire que s'il n'avait pas la majorité absolue, il aurait du mal à exercer vraiment des fonctions de Premier ministre. Sans majorité absolue, vous pouvez envisager quand même de gouverner avec qui? Alors, là, votre question est très intéressante. Justement, c'est pour ça que Jordan a fait cette intervention. C'est pour demander la majorité absolue. On va connaître une période nouvelle, avec une nouvelle cohabitation, comme on a déjà vécu 3 fois sous la Ve République. Et ça ne vous a pas échappé que si le Premier ministre n'a pas une majorité absolue à l'Assemblée nationale, c'est difficile de pouvoir, en plus, affronter une cohabitation. Et donc, si vous n'avez pas, vous n'avez pas, donc. Écoutez, nous pensons avoir la majorité absolue, nous pensons l'obtenir, et c'est pour ça que je demande d'ailleurs aux électeurs de voter pour le Rassemblement national. C'est la seule force qui peut apporter aujourd'hui une réforme raisonnable. La réforme, oui, la chienlit, non. Ça, c'était une petite référence. Et il faut cesser d'emmerder les Français aussi. C'est-à-dire que dans les réformes, nous prévoyons beaucoup de simplification. Et je voudrais juste terminer sur la question que vous avez posée tout à l'heure, puisque vous m'avez demandé si c'était dans un deuxième temps. Sachez qu'on ne fait pas toutes les lois en même temps.
et donc elles se suivront les unes derrière les autres. Donc il n'y a pas de deuxième temps, il y a un premier temps, deuxième temps, troisième temps, quatrième temps. Et M. Marleix devrait savoir qu'on ne vote pas toutes les lois en une seule fois à l'Assemblée. Olivier Marleix, pas de majorité absolue, c'est la situation qu'on a connue précédemment, mais il y avait quand même une majorité relative assez importante. Vous n'avez pas voulu d'accord de gouvernement avec le camp d'Emmanuel Macron. Là, qu'est-ce que vous envisagez pour la suite, si à nouveau on est dans une situation semblable ou avec encore plus d'équilibre entre trois blocs? L'histoire a montré qu'on est... Et dans quel bloc, parle de trois blocs, vous vous situez dans lequel? Dans aucun bloc. On a affirmé une ligne d'indépendance. Moi, je ne me suis pas reconnu en même temps de M. Macron, qui a amené ce pays à une forme d'impuissance, à ne jamais trancher sur aucun des sujets, notamment ses échecs en matière d'immigration. On a doublé le nombre de personnes accueillies depuis l'époque de Nicolas Sarkozy. En matière d'insécurité, c'est une réalité. La violence la plus dure est devenue malheureusement extrêmement fréquente dans notre pays. Et la défense des intérêts industriels du pays n'ont pas été une priorité. Mais on a eu une position très, très claire. Moi, j'avais dit dès le début au gouvernement de Mme Borne, voilà les sujets sur lesquels nous sommes prêts à avancer. Voilà ceux sur lesquels on n'acceptera aucunement de transiger pour le pays, notamment l'aggravation de l'immigration. Et voilà, la feuille de route, elle était très claire. On est fidèle à des convictions. Et après, on laisse une part, c'est le bon sens. C'est aussi à ceux qui gouvernent de faire en sorte d'avoir les conditions de rassembler. J'observe d'ailleurs, que le Rassemblement national lui-même a voté 40% des textes dans ces 2 dernières années. 73, monsieur. Voilà, et vous, 40%. Mais nous, on a pesé dessus, 73 en pesant dessus, à l'Assemblée et au Sénat, vous, 40% sans obtenir... Vous êtes la béquille de M. Macron, vous avez fait passer des éléments, et quand on vous a demandé, on vous a tendu la main pour que vous puissiez voter avec nous la motion de censure juste avant les élections européennes, vous avez été le parti qui n'avait pas voté la motion de censure. Je ne partage pas le projet économique du Rassemblement national qui ruinera ce pays. Comment allez-vous gouverner si vous n'avez pas de majorité absolue? Avec 30 députés. On prétend être un pôle de stabilité dans cette Assemblée qui va être livrée aux extrêmes. Vous parliez de main tendue. On parlait de main tendue. Donc. Vous êtes démagogique. À propos de main tendue, la main vous sera peut-être à nouveau tendue par le Rassemblement national. Vous parlez des conditions que vous avez posées avec Elisabeth Borne. Est-ce que vous pourriez pareillement poser des conditions avec un Premier ministre ou une Première ministre socialiste ou Rassemblement national? La politique fiction, je veux dire, on se détermine en fonction de nos convictions, qui sont claires. Celles de la famille gaulliste, elles n'ont pas varié. J'ai refusé de me compromettre. Vous êtes à peine les orléanistes et vous êtes le MRP de la 4ème République. Vous allez voter une fois à droite, une fois à gauche. Vous pensez convaincre les Français avec votre comportement Oui, exactement, parce que je dénonce votre cynisme. Aujourd'hui, il n'y a aucun cynisme. Si j'avais été cynique, si j'avais été opportuniste... votre propos, Olivier Marleix. Si j'avais été voté avec le camp de la droite. Si j'avais été... Et les électeurs vous le feront payer le 7 juillet. Vous laissez Olivier Marleix juste terminer votre propos. Respectez les électeurs qui ne se sont pas encore prononcés, soyez aimables pour eux. Écoutez, il y a 10 jours, ils nous ont donné 39% de la circonscription. Je crois que votre candidat en a eu 8 et vote dans votre ville. On a fait 41%. Donc écoutez les électeurs, regardez leurs priorités. Les électeurs, la question est de savoir qu'est-ce qui va être prioritaire pour eux dans cette élection. Nadia Favri, selon vous, sur quoi va se faire la campagne? Quel va être le thème déterminant pour ce vote? Alors, je pense que ce qui mobilise les électeurs, c'est leur pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat, c'est la vie quotidienne. C'est est-ce que je peux partir en vacances? Est-ce que je peux proposer des activités à mes enfants? Moi, je représente les gens qui travaillent et leurs préoccupations. Les préoccupations des gens qui travaillent, c'est de pouvoir payer leurs factures. Et évidemment que le pouvoir d'achat est un sujet central. Et d'ailleurs, nous avons une proposition qui est d'augmenter le pouvoir d'achat des Français à travers l'augmentation du SMIC, passer de 1 400 à 1 600 euros. Si des gens sont choqués par ça, moi, ce qui me choque, c'est les salaires par million de Tavares, qui a 33 millions, je crois, en 2023, et qui s'octroyait une augmentation de 50%. Vous parlez du patron de Stellantis, oui. Carlos Tavares. Oui. Ça interpelle, mais ça choque pas. Ça choque, par contre, quand on dit qu'on va augmenter le SMIC. Je trouve que c'est un juste retour de l'investissement des gens qui travaillent. Il faut qu'ils puissent récupérer une partie du profit. Le profit doit être mieux partagé. La répartition du profit, c'est aussi un sujet qui est au cœur de la campagne menée par Lutte ouvrière. Nous allons maintenant donner la parole au candidat représentant Lutte ouvrière, M. Adrien Denis.
Le président nous donne l'occasion de parler, prenons la parole et affirmons qu'il n'y a aucune raison d'accepter l'inflation qui rogne notre pouvoir d'achat. Il n'y a aucune raison d'accepter les différentes attaques qu'on a subies ces dernières années et celles qu'on veut encore nous imposer. Et donc voilà, nous on veut populariser cette idée que les travailleurs ont une force sociale. C'est eux qui font tout tourner dans la société et ils sont légitimes à s'exprimer et même, je pense, en fait, à la diriger, à exprimer leurs intérêts et à diriger cette société. Il nous reste quelques minutes avant la fin de ce débat qu'on peut consacrer à un thème important pour le département d'Eure-et-Loir. Sujet conflictuel, la future autoroute A154, attendue depuis très longtemps, contestée par d'autres. Le chantier n'a pas commencé, mais le concessionnaire pourrait être choisi bientôt. C'est un sujet que vous suivez. Quelle sera votre position de député, Monsieur Dubois ? Nous, sur la 154, nous sommes bien sûr d'accord pour sa réalisation dans le cadre où on essaie de protéger le plus possible l'écologie. C'est-à-dire que le franchissement de l'Eure à Chartres pose quand même un réel problème. Il faut bien sûr commencer par la déviation de Saint-Rémy-sur-Avre, qui est vraiment le point noir déjà de notre circonscription, mais aussi du département. Mais par la suite, je pense qu'il faut peut-être trouver des solutions pragmatiques pour le contournement par l'ouest de Chartres. Alors sur ce sujet, pour équilibrer les temps de parole, Monsieur Marlex, on connaît votre position, je suis désolé, mais on sait que vous êtes favorable à la 154. Il faut que Madame Favry puisse s'exprimer sur le sujet. Vous avez 20 secondes sur le sujet. Privatisation. Alors, la 154, nous sommes contre pour partiellement les raisons que M. Dubois a évoquées. Je le découvre écologiste et j'en suis ravie. L'autoroute va manger des terres agricoles. On n'en a pas besoin. L'autoroute, elle va détruire une partie de la biodiversité. On n'en a pas besoin. L'autoroute, elle va devenir payante et entre Dreux et Chartres, on va demander aux gens qui vont travailler de payer. C'est pas bon pour le pouvoir d'achat. Donc on est contre. Par contre... Votre position est claire sur le sujet. Il faut qu'on garde un peu de temps de parole pour la dernière séquence de cette émission. On va garder un peu de temps pour la dernière séquence de cette émission. Avant ça, avant que vous ayez chacun une dernière fois la parole, je vous donne les noms de deux autres candidats. De cette deuxième circonscription d'Eure-et-Loir sont également candidates Florence Roger pour Reconquête et Béatrice Jaffrenoux pour le Parti des Travailleurs. Pour conclure, vous allez maintenant avoir chacun 45 secondes pour vous adresser directement à vos électeurs. Un tirage au sort à déterminer que c'est vous qui vous exprimez en premier. Monsieur Marlex. Moi, je voulais parler d'un sujet local qui me tient extrêmement à cœur, qui est la reconstruction de l'hôpital de Dreux. Je me suis battu pour cette reconstruction. J'ai obtenu 140 millions d'euros de subventions. C'est énorme. C'est le seul, dans cette pénurie de médecins que nous connaissons, c'est le seul accès à la santé. Et donc, voilà, un député, c'est pas seulement le porte-étendard d'un parti politique. Madame Le Pen n'a pas besoin d'un député de plus ou de moins. Les Euréliens, en revanche, ils n'ont qu'un seul député. Et c'est quelqu'un qui doit faire preuve de proximité, qui doit travailler ses dossiers, qui doit être engagé, qui doit être combatif. C'est ce que j'essaye de faire comme député en y mettant tout mon cœur. Ce sont vos derniers mots dans ce débat. Merci Olivier Marlex. Monsieur Dubois, la parole est à vous pour 45 secondes. Merci de me donner cette parole. Donc premièrement, je voulais rappeler à tous les électeurs qu'il est très important de venir voter le 30 juin et le 7 juillet. Je leur demande de confirmer leur vote des européennes qui m'ont placé en tête et qui ont placé Jordan Bardella sur la circonscription. Parallèlement, on a le choix entre le chaos d'un côté, l'incertitude, les vieux caciques, les vieilles barbes, comme M. Marlex qui s'accroche à son siège alors qu'il négocie en sous-main des accords avec la Macronie. Et donc, nous sommes aujourd'hui à la veille d'un grand changement. Nous demandons une majorité absolue pour le 9 juin, le 30 juin et le 7 juillet. Nous demandons une majorité absolue. Votez Bardella, votez Rassemblement National. Ce seront vos derniers mots pour ce débat et donc le tirage au sort vous êtes désigné pour conclure, Madame Nadia Favry. Alors vous l'avez compris, je ne suis pas une professionnelle de la politique. Je suis une femme de bon sens, une personne engagée pour la justice sociale et écologique, pour les sans-voix, pour les gens qui travaillent. Je défends des valeurs de tolérance, de solidarité et de partage. Je connais la vie des Français puisque c'est cette vie que je mène et c'est pour ça que je pense que je saurais les représenter puisque je vis ces difficultés.
Bien, on va conclure ce débat sur ces mots. Merci à tous les trois d'y avoir participé. On espère que la situation électorale est un petit peu plus claire pour les futurs électeurs de cette deuxième circonscription d'Eure-et-Loir. On va se retrouver dans quelques minutes pour un deuxième débat qui sera consacré à la première circonscription de Loir-et-Cher. Nos invités sont prêts. Ils nous attendent. Ils vont nous rejoindre sur ce plateau dans quelques instants. À tout de suite.